tous. Et on applaudit les retardataires, merci. C'est bon, on peut commencer notre travail, madame? Je rigole. Enfin, pas trop. Bonsoir à tous. On est ravis, extrêmement ravis de vous présenter ce soir Le Roi Soleil. Voilà, un film qui a été présenté à Cannes, qui a été sélectionné, il me semble, en séance de minuit. Voilà, c'est une sélection un peu particulière, vous le comprendrez. En regardant juste. C'est les flexes. Voilà, je sais. D'autant plus, voilà, sur une sélection relativement précise, avec justement un peu des leçons et des contraintes parfois, ou en tout cas peut-être. Excusez-moi, des contraintes un peu parfois, ou en tout cas des règles du jeu qui peuvent sortir justement dans certains classicismes, mais plutôt que voilà, vous parlez de théorie, vous parlez de diversité, vous parlez avec des grands mots qui ne veulent rien dire, voilà, je vais plutôt vous demander d'applaudir et d'accueillir voilà, le réalisateur Vincent Maël Cardona. Simplement, je voulais juste vous remercier d'être venu ce soir. Voilà, quand on fait des films, voir des salles pleines, ça fait toujours quelque chose. Et vous dire aussi que je resterai après pour ceux que ça intéresse pour répondre aux questions, discuter un petit peu du film que vous allez voir. Et vous dire qu'il y a aussi Delphine Malosna qui est dans la salle ce soir, qui est la compositrice de la musique. Et Lucie Zhang, que j'ai vu passer, je ne savais pas qu'elle était là, notre grande actrice. Je ne sais pas où tu es, Lucie, mais Lucie est là aussi dans la salle. Et après, il y a Pio Marmaille qui nous rejoint après le film aussi pour discuter ensemble. Donc voilà. À tout à l'heure. Bonne chance. J'espère que cette proposition vous a plu. Nous, elle nous a particulièrement touché à la fois sur le premier visionnage en mai dernier, qui n'est pas forcément la version que vous avez vue, mais aussi la semaine dernière, qu'on a redécouvert justement dans sa version finale. Je pourrais effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, continuer à vous parler, vous analyser le film un peu. Mais je vais plutôt appeler le réalisateur Vincent Maël Cardona. Merci. Alors, je ne suis pas tout seul. C'est ça, c'est bien. Il y a pas de monde. Il y a Lucie. Oh. Quand même. Il y a Pio. Bonsoir. Donc il y a Delphine. Mais alors je ne sais pas si tu disais que tu préférais peut-être. En tout cas, s'il y a des questions sur la musique, n'hésitez pas. Delphine Malosna est avec nous. La musique du film. Il y a carrément beaucoup de monde de l'équipe. Il y a même Olivier Demangel qui ne va pas aimer que je dise qu'il est là, mais il est là. Le scénariste du film, le scénariste. Et last but not least, Brice Banco, notre vénéré chef opérateur qui est là. Et ben voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. On n'a pas besoin de poser une question, il y a déjà une question. Merci. Oui. J'espère que c'est une bonne question. Ah, vous ne voulez pas poser la première question? Bonjour. Alors déjà, je tiens à dire que j'ai beaucoup aimé le film. J'avais vu à Cannes et ça m'avait beaucoup surpris. Et du coup, j'aurais une question. Quelles ont été les inspirations cinématographiques pour le film? Parce que, pour ma part, j'ai vu un peu de Tarantino et un peu de David Lynch aussi. Et je me suis demandé quelles étaient les inspirations cinématographiques autour du film.
Il y en a plein et en même temps, il n'y en a pas vraiment des directs, c'est-à-dire que du coup, ouais, l'histoire qu'on a écrite avec Olivier, c'est vraiment une histoire, comme vous avez vu, qui mêle les différents plans de la fiction. On s'amuse beaucoup de ce que c'est que raconter une histoire au cinéma, et on avait l'idée que c'était un film qui forcément, ça part de la fiction, ça devait convoquer aussi à l'image un peu notre mémoire de film de cinéma. Mais c'est vrai que pour le coup, quand on fait un huis clos, on s'inscrit dans une très très longue histoire des huis clos, il y en a une pelletée dans l'histoire du cinéma. Pareil, il y a plein de films qui jouent sur les disruptions de point de vue, il y a Rashomon, il y a The Killing, il y en a plein, mais là pour le coup, en fait, ça doit exister. Mais j'ai pas la référence, c'est-à-dire j'ai pas ce type en tout cas de narration. Ce qu'on a mis en place là dans le film, c'est pour moi c'est une nouveauté. Bonsoir, bravo, le montage est hyper intéressant, hyper novateur, je trouve. Le Roi Soleil n'existe pas, c'est un bar, je sais même pas si... Malheureusement, je n'ai pas l'info. Ouais, le vrai nom c'est sur la place, il y a une place à Versailles où il y a cette église Saint-Louis. Je sais plus. Mais donc nous on l'a appelé le Roi Soleil. J'étais étonné qu'il n'y ait pas. Alors il y a les cartes, il n'y a pas de bar le Roi Soleil. Et on était étonné avec Olivier, il n'y avait pas de film qui s'appelle le Roi Soleil, une comédie musicale. Je ne sais pas si vous en entendez parler. Voilà. Allez-y, n'hésitez pas. Mais il n'y a pas de film, et ça nous a vachement surpris. Mais bref, du coup, non, finalement, c'était pas très très compliqué parce que le bar, on l'a fabriqué. C'est un studio, quoi. L'essentiel du bar, l'intérieur. Enfin, c'est un mélange. Le bar, l'intérieur, c'est un studio. L'extérieur, c'est deux extérieurs différents à Versailles qu'on a dû matcher. Les caves, c'est les sous-sols du musée des Arts et Métiers à Paris. Donc c'est une espèce de patchwork, voilà. Mais non, ce qui était important pour la devanture, c'était le côté un peu versaillais, parce que ça, on avait dans l'idée que symboliquement, par rapport à ce dont on parlait, c'était important qu'il y ait cette espèce voilà, que ça tournait autour du château de Versailles, de cette symbolique pyramidale. Voilà. Mais n'hésitez pas à profiter de la présence si vous avez des questions sur nos interprètes ou la musique ou l'image, très précisément techniquement sur le scénario, parce qu'il m'a demandé de ne pas venir. Bonsoir à tous. Je voulais féliciter le réalisateur et toute l'équipe pour ce film fabuleux, gros scénario, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça dans le cinéma français, je m'en félicitations. D'après tout le casting qu'il y a eu, il y a un jeune dans la salle qui s'appelle Robert, qui est à domicile, qui braque le petit bar. Ce serait bien qu'il puisse aussi se lever et rejoindre l'équipe. Exactement, voilà. Robert, lève-toi. Voilà. J'ai cru comprendre, en fait, vous ne vouliez pas qu'on vous identifie, c'est ça? Il a un peu timide, mais il a un grand talent. Mais Robert, vous pouvez descendre hein, si vous voulez, non? Viens Robert, on peut. Que tout le monde Descends. Tout l'applaudir. Passer incognito au point de contrôle, on l'a pas vu passer. Monsieur. Merci à tous d'être venus et merci Nico. Juste remercier tout le monde d'être venu, merci à Vincent d'avoir donné la possibilité de participer à un grand projet comme celui-ci et du coup voilà.
Moi j'ai une question du coup pour les comédiens et les comédiennes. C'est quoi d'être dirigé par Vincent Maël Cardona? Vous avez d'autres expériences de réalisateur. C'est quoi votre expérience de ce réalisateur-là? Personnellement, pour ma part, c'est une très belle expérience parce que c'est quelqu'un, un réalisateur et aussi un humain il est très gentil, très doux et très à l'écoute, très attentif et sensible aussi. Donc, généralement, pas de stress, pas de pression qui ne sert à rien ou quoi que ce soit. Et donc, on peut plus facilement trouver de la confiance et vraiment se lancer dans le travail du jeu. Moi, je serais plus mitigé. Non, Vincent Maël Cardona, c'est pas un metteur en scène, c'est un cinéaste. Moi, j'ai fait toujours le distinguo entre les deux travaux, enfin les deux manières de travailler, les deux manières d'approcher un projet qui sont assez distinctes pour moi. C'est-à-dire que pour moi, un cinéaste, c'est une personne qui réfléchit en termes d'idées et de plans. C'est-à-dire qu'un plan, ça doit être une idée. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est la trajectoire qu'on a eue ensemble, enfin je dis ensemble, c'est-à-dire tout le collectif avec Vincent, j'avais vraiment l'impression d'observer quelqu'un qui réfléchissait à chaque fois dans une perspective de raconter en fait chaque plan, que chaque plan soit capable d'éveiller quelque chose chez le spectateur et qu'il soit le moins possible simplement informatif. Ça, c'est la différence, pour moi, c'est le distinguo entre un metteur en scène et un cinéaste. C'est vraiment essayer de raconter une sorte d'histoire uniquement avec des plans. Sans pour autant même essayer de convoquer de l'écriture ou de la langue ou une séquence par exemple. Enfin, vous me dites si c'est un peu confus, hein, vous me dites confus, ok, oui c'est confus, mais je pense que c'est clair, dans ma tête c'est très clair. Donc je vous adapterai à ma réponse et puis si vous n'êtes pas d'accord, that's it baby. Et donc ce qui est assez agréable, c'est que ça permet de rester tout le temps en mouvement en fait, c'est jamais installé quand on travaille avec Vincent, c'est quelque chose qui est toujours en réflexion, il se pose toujours des questions, mais c'est sans pour autant foutre une atmosphère un peu de doute. Enfin, je sais que lui, il réfléchit et il doute beaucoup et il cherche, mais c'est pas quelque chose de pesant pour le reste de l'équipe. Donc ça déjà, je lui dire merci parce que c'est quand même très agréable. De voir quelqu'un travailler en direct comme ça, c'est toujours très agréable parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui réfléchit et qui n'est pas installé dans des idées qui sont un peu préconçues. Et ensuite, dans le travail en lui-même, comme on était en huis clos, c'est vrai que ça crée une sorte de truc un peu fermé, donc on a le temps d'explorer des pistes ensemble qui sont peut-être plus... On a le temps d'aller peut-être plus loin que sur les décors dans lesquels on évolue, comme ça on change jour après jour. Donc ça permet aussi de créer une espèce de noyau plus fort. Et aux manettes, c'est quelqu'un qui vraiment tient bien la baraque, quoi. Donc ça c'est... Parce que quand même, quand tu répètes une scène de baston pendant 3 jours et il te dit, bah, en fait on va la filmer dans le reflet d'une cuillère, là que tu te dis, voilà, ça c'est une idée qui est survenue, tu vois, et tu te dis, mais attends Vincent, du coup, les 3 jours de répète, les pistolets, les trucs, ouais, mais je pense que ça va être pas mal qu'on utilise cette cuillère qui est là, tac, je vais filmer le truc, ça va être un peu flou, les gens vont pas trop saisir ce qui se passe, et avec la musique, tu vas voir, ça va marcher, et ben, je trouve que ça marche, et je trouve ça se culotté parce que c'est vrai que c'est étonnant, je sais pas, il faut accepter ça, c'est cool, et en même temps ça ne nous empêche pas de faire des plans aussi, on tourne la baston derrière, et c'est vrai quand tu dis le premier plan qu'on va faire c'est dans le reflet d'une cuillère, alors que tu t'es chaud, tu transpires, t'as le flingue et tout, tu te dis ça va péter tout, les boules de caisse parce qu'on est dans le plafond, le plafard il est à 2 mètres, donc ça va crever les tympans, on est transpirant, et ils disent allez, hop, on met ta caméra là. On est là, et nous on est là, hein, on est à 15 mètres, les gens ne vont rien voir, hein. On est tous tendus et on filme à travers une cuillère. Donc c'est vrai que ça c'est un moment où moi je me suis dit, ah ouais quand même, putain là le mec, il propose quelque chose. Je sais pas si ça vous fait chier, n'hésitez pas aussi. Si c'est trop long, si c'est pénible. Et en même temps je suis venu, donc je vais quand même un peu jacter, tu vois. J'habite pas très loin, mais j'ai quand même envie de prendre la parole. Tu vois ce que je veux dire, il est quand même 21 h 30, j'ai payé quand même ça un babysitter pour mes gosses. Ils sont tout petits, ils pleuraient, ils hurlaient avant que je vienne. Je dis non, je dois aller travailler. C'est pour vous dire un peu à quel point ça m'importe de répondre à vos questions. Et à ce propos, si vous en avez une autre, n'hésitez pas. Bonsoir, ici devant. Déjà bravo pour le film, il est super. Ensuite j'ai une double question, une pour Vincent, une pour Lucie et Pio. Pour Vincent, je me demandais la signification du plan où on voit le décor comme un décor. Et pour Lucie et Pio, je me demande par rapport à vos personnages, si vous
Si vous auriez voulu qu'ils s'en sortent au final, ou quel est votre ressenti pour vos personnages à la fin du film? Merci. Bah, pour ce plan, c'était pas écrit ça, c'était pas un truc qui faisait partie du scénario, c'est vraiment un truc qu'on chope pendant qu'on tourne justement. On raconte l'histoire de personnages qui s'enfoncent dans la fiction. Moi, c'est ça le cap, le truc formellement que j'ai essayé de faire. Ça veut dire quoi? Des personnages qui s'enfoncent dans la fiction. Parce que je trouve qu'il y a un écho avec ce qu'on vit. C'est-à-dire qu'on sent bien, on voit bien qu'on est dans une époque où il y a une emprise de la fiction sur la réalité. Donc ça c'était trouver une forme pour faire ça. Et on était, comme disait Pio, on était dans un studio, on revenait tous les jours dans cet endroit, c'était comme un plateau de théâtre. Ça change un peu par rapport à l'ordinaire d'un tournage. Le tournage, c'est un art nomade. Souvent, on bouge, on change d'endroit. Et là, on retrouvait autre chose. Moi, j'avais aucune expérience du studio. Et il y a quelque chose qui m'émouvait, très émouvante, dans le fait de, effectivement, cette construction des bouts de bois, le côté un peu précaire, le côté presque un peu cheap de ce que c'est qu'un décor, et cette croyance un peu irrationnelle, un peu dingue de toute une équipe autour de ce qu'on est en train de fabriquer, c'est-à-dire une espèce de rêve à partager, de folie, de délire, d'histoire, de mensonge, je ne sais pas comment on appelle ce truc-là, qui est la fiction et qui me fascine complètement. Et du coup, moi, il y avait tout ça qui me venait avec ce décor. Je me dis, c'est trop bête, on y est, le machin il va être détruit la nuit après notre dernier jour. Allez, Brissou, on met un rail de travelling, on se met dans la boîte et puis on verra bien. Et puis au montage, je l'ai gardé, on avait posé des questions et en fait, on s'est rendu compte que c'était un plan bizarre. Tout le monde ne le voit pas, alors que c'est pas un plan subliminal, c'est pas une image subliminale, c'est pas une image très courte. C'est un plan qui fait quand même bien ses 20 secondes. Et ça m'a parlé aussi, parce que pour moi, ce film, une des caractéristiques bizarres du film, c'est que on joue un peu avec la pièce dans la machine. Regarder une fiction, c'est accepter d'y croire. Ça demande un effort. Et quand le travail est très bien fait, on cache un peu les coutures et on ne se rend pas compte qu'on remet des pièces dans la machine. On enchaîne les différents chapitres sans trop s'en apercevoir. Là, c'est un film qui fait le choix de faire ressortir un petit peu tout ça. Et donc voilà, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la justesse, mais je ne pourrais pas vraiment il n'y a pas de meilleure raison que ce sentiment que j'ai eu, que ça me semblait juste à ce moment-là. Voilà. Donc la question c'était si on partageait la croyance, c'est ça, si on espérait vraiment que les personnages s'en sortent, ou nos personnages précisément. Tout le monde. En général c'est vrai que comme disait Vincent, il y a une croyance et cette ambiance de huis clos, tout le monde ensemble, coincé, les gens qui transpirent, tout ça. C'est dur de ne pas partager cette croyance et surtout partager entre le personnage et les personnes, c'est-à-dire nous qui jouons. Donc moi personnellement, j'y croyais du début jusqu'à la fin, même aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en voyant le film, parce qu'il y a eu beaucoup de versions et encore une fois, j'ai l'impression que ça a changé. Et plusieurs fois, ça a changé et c'est devenu de mieux. Là, c'est fini là. Ah, c'est fini, oui. Ah, ouais, j'espère. Ok. Mais en tout cas, oui, voilà, ça change beaucoup et peut-être qu'on va, peut-être qu'on ne meurt pas, mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'il faut y croire jusqu'au bout et jamais abandonner, quoi. Jamais. Si on se lance, pourquoi abandonner? Donc oui, c'est sûr qu'il faut y croire. Imaginez. Moi, je pense qu'il meurt. Hein. Bah, c'est clair, non? Enfin, je veux dire, soyons francs. Hein. Non, on va pas rêver. Hein. Non, la réalité, elle est dure, mec. Hein. Il y a quand même 20 Schmitt devant la porte, avec les sulfateuses. Bon, je veux dire, la probabilité qu'ils s'en sortent, si on est vraiment purement pragmatique, elle est assez fine. Il me semble qu'il y avait une version où ça finissait plus mal que celle-ci. Et je ne sais plus à quelle version on est, pour on en est, parce que je vous avouerai que je sais que la nouvelle version, il y a le début avec Casanova,
qui à un moment avait disparu. Mais c'est normal, parce que c'est aussi, ce film, il y a quand même une explosion de la pensée et de la temporalité qui est quand même assez fascinante. Moi, quand j'ai lu le scénario, c'est avec le passage avec Casanova était à la fin, j'étais très, très touché par cette manière de raconter, une histoire, quoi. C'est-à-dire de partir d'une fête avec un truc qui part, on suit un chien qui s'approche d'un bar, et en fait c'est les types qui jouent au loto, et en fin de compte tu finis avec Casanova et le Roi Soleil. Je m'étais dit putain, mais c'est quand même une sorte d'ovni ce truc-là, et en même temps ça se tient, enfin, en tout cas, chapeau. Et vraiment, mais c'est vrai que si je suis honnête, je pense que ça se finit assez mal. C'est ça votre question, non? Votre ressenti à vous par rapport à... mon ressenti, il est dark là. Je pense que ça se finit mal, ouais, ça se finit très mal. Très très mal, ouais. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, excusez-moi si je peux bafouiller, parce que le cœur bat très vite actuellement. Introverti, bonsoir. Alors déjà, merci beaucoup pour ce film. Il m'a happé du début à la fin, c'était assez incroyable, que ce soit par la mise en scène, par le jeu et par l'histoire. Et justement, pendant tout le film, je me suis dit, mais c'est une question assez simple, mais d'où vient cette idée en fait? Et pour les acteurs, qu'est-ce qui vous a donné envie de dire oui en lisant ce scénario? Eh ben, l'idée, je crois qu'au départ, c'était quand on a commencé à s'y coller avec Olivier, on était à l'école ensemble, on est camarades de promotion de l'école de cinéma, et on sortait de cette école, donc ça remonte un peu, et on se disait que ce serait bien d'essayer d'écrire un film pas facile à faire, pas trop cher. Donc un huis clos, a priori, c'était une bonne idée. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs, c'est un endroit, on va dans un bar, à la limite, si on ne trouve pas d'argent, on peut le faire comme ça. Enfin, c'était vraiment au départ, c'était de réfléchir sur quelle histoire on pourrait raconter comme ça. Mais bon, après, entre-temps, on n'a pas réussi à le faire. Après, j'ai fait mon premier film, c'était autre chose qui n'avait rien à voir. Et au moment, donc après Les Magnétiques, la question de le refaire, on l'a relu, et effectivement, il y a toute cette dimension qu'on est venu renforcer, gonfler autour de, finalement, au fond, l'idée que je trouvais vraiment hyper intéressante, c'était cette idée des scénarios possibles, c'est-à-dire des personnages qui... le film dans le film, quoi. Il y avait une possibilité, un prétexte à mise en scène incroyable, et donc on a repris le scénario qui était un scénario presque d'étudiant en tout cas, et on l'a retravaillé en corsant, en renforçant cette dimension, presque un hommage à la jubilation de la fiction, quoi. Voilà. Bonsoir. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à un film qui s'appelle Le bruit des glaçons, qui est sur la théorie des cordes, un peu sur cette question des possibles embranchements, des possibles versions d'une même histoire. Alors moi, Pio Marmaille en a un peu parlé. Moi, ce que je trouve assez drôle, c'est cette intervention du Roi Soleil. Enfin, du coup, pas le bar, mais le monarque. Et je me demandais à quel moment c'était arrivé dans le scénario, voilà, cette espèce d'audience au roi. Mais pardon, je vous cherche, vous êtes... Ah oui, d'accord, très bien, ok. C'est arrivé assez tôt, en fait, c'est qu'on a fait des recherches pour connaître l'histoire de la loterie. Quand est-ce qu'on a commencé à se dire, tiens, c'est une bonne idée de faire ça, et bon, c'est une très très vieille histoire, il y a plein de débuts, et puis pendant très longtemps, en fait, il y a les pouvoirs successifs, la religion, pour plein de raisons, la loterie, ça a été quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place et à se pérenniser dans la société. Mais dans les premiers moments, juste avant vraiment que ça s'ancre au niveau de la loterie nationale en France, on est tombé sur cette anecdote de Casanova. Alors c'est pas avec le Roi Soleil, c'est avec son fils, c'est avec Louis XV, mais c'est lui qui a vraiment habité dans le château, parce que comme chacun sait, Louis XIV, c'est celui qui construit Versailles, mais du coup, le temps qu'il construise, il vit à peine, il est très très vieux. Donc c'est Louis XV qu'on devine au début dans la première séquence. Et ça, ouais, on s'est dit, tiens, c'est à la fois c'est frappant, c'est un peu dingue comme histoire, que ce soit Casanova, tout ça est véridique en plus.
Et puis ça nous permet en gros de commencer le film avec, de mettre un peu les choses presque dans un ordre chronologique et de se dire que finalement, tout le film, enfin je veux dire le huis clos en lui-même, peut apparaître comme une espèce de conséquence un peu bizarre d'une sorte de choix qui est fait à un moment donné. C'est aussi une manière de dire que voilà, on est dans le monde dans lequel on est, ça dépend de choix, ça dépend de décisions historiques, politiques qui ont été prises, ça aurait pu être d'autres décisions, il y a d'autres chemins possibles et encore aujourd'hui, pour moi c'est tout ça qui est contenu dans ce petit prologue. Okay. J'avais juste une deuxième question. Est-ce que c'est plus difficile à jouer ou à interpréter comme rôle du fait qu'il soit un peu haché ou qu'il n'y ait pas une trajectoire très définie? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est plus... Vous voulez dire ce que vous voyez au montage, par exemple, c'est les allers-retours dans les projections des personnages, c'est ça? Je me dis, est-ce que c'est plus difficile à interpréter comme rôle parce que l'évolution elle est peut-être moins classique que dans d'autres films. Est-ce que c'est plus difficile à interpréter ou... Non. Là, je trouve que là, pour le coup, j'avais vraiment le sentiment de travailler dans un film de groupe, en fait. On est vraiment une sorte d'équipe dans cette espèce de... Comment on appelle ça, de bouilloire, quoi. Enfin, pas de bouilloire, hein, comment on appelle le truc fermé là, une clock minute. Voilà, c'est plutôt une sorte de groupe d'individus tout à fait lambda qui se retrouvent dans une situation totalement dingue, inimaginable, dans une clock minute. J'avais plus l'impression de travailler dans un collectif qu'être dans une trajectoire plus intime et personnelle d'autres films que j'ai pu faire avant, par exemple. Je ne sais pas comment dire, je ne sais pas si c'est clair, mais... Et pour le coup, quand on parle de ce qu'on voit, c'était pas évident à la lecture tout de suite de saisir un tout petit peu la temporalité des va-et-vient. Vous voyez ce que je veux dire qu'on voit à l'image. C'est parce que je me doutais que ça allait être beaucoup plus clair au montage. Mais dans la lecture, en tout cas, il faut déjà saisir qui est qui avant d'avoir vraiment des têtes, un peu des visages là-dessus, de se retrouver. C'est pour ça que c'est le... Je ne sais pas tout à l'heure, vous m'avez demandé pourquoi est-ce qu'on a accepté de faire ce film ou quoi. Je pense qu'il fallait totalement s'abandonner au cinéaste Cardona, c'est-à-dire qu'il fallait se dire, j'ai pas forcément les clés pour tout saisir, tout ce que j'ai pu lire, mais en même temps, moi j'avais vu les magnétiques et la rencontre humaine avec Vincent, et ce qu'il proposait comme vision, en tout cas, de me dire, ça va être une sorte d'expérience, une sorte de voyage, ce film, c'est un truc que j'avais jamais lu, on est les uns sur les autres, on va se tirer dessus, enfin, même si c'est le reflet d'une cuillère ou autre, ça va quand même demander une certaine tension, quoi. Je m'étais dit, moi je me suis dit, ok banco, allons-y, parce que je pense que ça va être une expérience que j'aurais pas toujours l'habitude et qui va me secouer un peu dans mes habitudes de jeu. Parce que j'ai besoin d'être un peu secoué dans mes habitudes, sinon je deviens... Tu vois... Non mais c'est vrai, si tu t'installes dans quelque chose d'un peu acquis, ça devient vite pénible, et pour toi, et pour les gens qui te regardent. Donc il faut essayer de secouer un peu la machine le plus souvent possible. Donc... je me suis vraiment perdu la question. Je sais pas à quoi je réponds. Lucie, peut-être veux-tu prendre le relais de manière à me... peut-être plus... Je sais pas, comment dire, j'ai participé à ce projet sur 2 jours, je crois. Donc pour répondre à la question, j'ai pas eu vraiment de problématique par rapport à la temporalité. Il fallait que je sois là et que je fasse le taf, quoi. Oui, donc pour la temporalité, c'est vrai que je crois qu'on a tourné un peu dans l'ordre. Donc ça, ça aide beaucoup. C'est la première fois pour moi qu'on tourne dans l'ordre. Et tous les jours, les mêmes horaires aussi. Donc tous les jours, de 9h jusqu'à 18h, c'était tirer dessus, mourir, donc c'est assez facile pour le cerveau et pour les muscles de s'y faire. Et aussi, comme je disais, vu qu'on est dans un collectif, et que c'est pas forcément comme avant de se jeter dans un rôle, de l'incarner, de trouver, de devenir, de l'être ou quoi que ce soit. C'est plutôt la situation tellement elle est inédite et sensoriellement parlant, c'est tellement vrai aussi qu'il n'y a vraiment plus tant de questions à se poser sur
voit le sang, quand on voit les scènes en face de nous, le crâne. Donc il y avait des choses comme ça qui sont là, mais qu'on a vues. Et rien que ça, moi je pense que je verrai juste une fois dans ma vie. J'espère que ça marque beaucoup pour la suite. Bonjour, je suis tout en haut. J'ai une question. Comment avez-vous choisi les deux personnages qui allaient rester à la fin et vivants, en tout cas à l'image? Et est-ce que les acteurs le savaient au début qu'ils allaient rester en vie jusqu'au bout? Ou est-ce que c'est une notion qui a évolué pendant l'écriture du scénario ou pendant la réalisation du film ou ça n'a pas du tout évolué parce que c'est ce que vous vouliez en fait? Non, ça quand même, il y a des choses qu'on peut faire évoluer, qu'on peut bouger, mais oui, c'était dans le scénario, ouais. Enfin, en tout cas, dans l'ordre, parce qu'effectivement, le scénario allait un petit peu plus loin, poussait la logique, on va dire, implacable, déshumanisante, un cran plus loin. Et ça, donc on a tourné effectivement des scènes qui vont au-delà de là où on s'arrête. Et ça, c'est vraiment une réécriture, un choix de montage, d'arrêter le film au moment du retour du réel. Voilà, d'arrêter le film au moment où les personnages eux-mêmes s'arrêtent enfin. C'est-à-dire ce qu'ils n'arrivent pas à faire depuis le départ, c'est s'arrêter. Et il faut toujours être en mouvement, continuer, repenser, y croire, tenter d'y croire, qu'on peut s'en sortir, qu'on va trouver une solution, qu'on va changer de truc, qu'on tord un peu le réel, qu'on le tord complètement. Et là, vraiment, à la fin, c'est vraiment le moment où voilà, il s'assied, Lucie sur une table, Pio sur une chaise, et dehors, l'extérieur, comme eux n'ont pas réussi à aller dehors, là on sent que l'extérieur est là, il se rappelle à eux, et c'est terminé. Et après, je savais que si Vincent avait proposé le rôle de Monsieur Kantz, je t'avouerai que je suis pas sûr qu'il serait allé. Donc là, ça aurait vraiment été le collectif OK, mais Monsieur Kantz, c'est vrai qu'il décède très vite. Donc voilà, j'ai dit OK, mais pas Monsieur Kantz. Donc c'était quand même, on savait qu'on allait quand même claquer vers la fin, si tu veux. Je te dis comme ça au cas où ça t'intéresse. Bonsoir. Je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai cru voir dans le sous-titre du film et puis un peu dans les propos de vous, Vincent, une sorte de trame politique, ou en tout cas une sorte de proposition de trame politique dans le film, mine de rien, un peu cachée, souterraine, avec les clés de lecture du début sur l'apparition de la loterie, ce personnage du trader, les notions sur, je ne sais pas, le racisme, la violence policière, tous ces trucs-là. Je voulais savoir si ça c'était quelque chose de conscient, ou si c'est seulement moi qui le vois, et si vous, en tant qu'acteur, c'est des choses qui vous avaient intéressé dans ce projet. Voilà. Alors, non, bien sûr, il y a une ligne politique, mais peut-être à un niveau presque, comment dire, très macro, quoi, ou presque symbolique. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, la thématique de la loterie, c'est pas du tout un film, par exemple, il n'y a pas de morale par rapport à la loterie. Moi, j'ai joué, je jouerai sans doute, je m'en fiche complètement qu'on joue pas à la loterie. D'ailleurs, moi, je fais presque partie de ceux qui ont tendance à dire que moi je trouve que c'est même relativement rationnel en fait. Effectivement, ça met en place toute une espèce de mécanique de rêve, de projection qui, quand nous on passe du temps à essayer de faire un film, moi je crois qu'on n'arrive pas à la cheville des fictions que tout un chacun s'offre d'une certaine manière avec ses tickets de loto, quoi. C'est-à-dire, je crois que les rêves intimes sont assez durs à partager, mais c'est Perec qui a écrit là-dessus et je suis assez d'accord avec lui sur la précision des rêves de possession comme ça. Et je pense que c'est des fictions qui sont bien plus fortes que n'importe quel film qu'on peut faire. Mais par contre, je pense aussi
que pour revenir à l'idée politique, dans une société idéale, alors ça n'existe pas les sociétés idéales, mais dans une société idéale, je ne pense pas que la loterie ça marcherait. Je pense que la loterie elle marche parce qu'on n'est pas dans une société idéale, on n'est pas dans un monde égalitaire, on n'est pas dans un monde où on peut s'en soucier facilement, je veux dire. C'est un luxe de s'en soucier. Et donc à ce niveau-là, pour moi, oui, il y a une dimension politique, je crois. Après, les petites références auxquelles vous faites allusion, pour moi, oui, c'est important. Ça a plus à voir finalement avec comment on essaye de décrire. Je pense que chaque film, c'est une pièce de son temps. Au cinéma, on filme, même si on est dans un studio, on filme un moment de notre époque, comme on dit, l'ère du temps. Et ça, c'est pour moi des petites touches, comme dans un tableau, qui viennent dire quelque chose du moment d'où on parle. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ces questions. Excusez-moi, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Moi, dans le film, j'ai vu des tentatives de description des violences policières, du racisme, de l'ambiance économique dans laquelle on est et des illusions. En l'occurrence, ça parle de ça, de votre équipe. Donc, je voulais savoir si vous, en tant qu'acteur, quand vous avez lu le scénario, vous êtes dit, ok, ça m'intéresse de défendre ça. Pour être honnête, quand j'ai lu le scénario la première fois, j'ai ri. J'ai juste ri. À ces moments précis dont vous parlez. Mais je pense moi-même, en tant que spectateur, c'est le genre de message que j'aime entrevoir au cinéma. Et d'avoir la possibilité de l'incarner, je pense que c'est une chance. Parce qu'on a tous une vie différente, on a tous une manière d'interpréter le monde de manière différente. Et ma vision, moi, du monde n'est pas la même vision que vous. Donc, je pense que tout ce qui est un peu sensible, je dirais, c'est nécessaire de le porter à l'image, et c'est ce que Vincent en fait, je pense. Donc, quand je vois ça, moi, je filme tout de suite. Bonjour, je suis juste Laurent Miguel. Ça va? Super. Déjà, bravo. Et j'avais une petite question, j'avais deux petites questions. La première, c'était en combien de temps vous avez tourné le film? Et la deuxième, c'était le rapport à l'écriture. Parce que je trouve ça vachement bien écrit. Et je me demandais, est-ce que le scénario, le synopsis et les dialogues, vous les avez adaptés en fonction des comédiens et des comédiennes au fil du tournage? Alors, la durée de tournage, c'est, je sais jamais, 39 jours. 39 jours. Et après, l'adaptation, pas tout le temps, un petit peu. C'est quoi votre sentiment par rapport à ça? Ça bougeait beaucoup les répliques ou pas? Pas tant que ça, je crois. C'est pas les répliques, mais comment on dit ça, le passé, la trajectoire, oui, ça a bougé beaucoup pour le personnage que j'incarne. Je me souviens, au début, c'était une étudiante en compta, et un jour, en faisant les costumes, en faisant le maquillage, Vincent, il m'a regardé, il m'a dit, bon, peut-être qu'elle va faire de la philo. Et peut-être qu'elle est un peu autiste aussi, peut-être qu'elle a, enfin pas autiste, mais pas vraiment de conscience sociale très prononcée, dans un sens. Et puis voilà, petit à petit, c'est devenu une philosophe qui fait Aristote. Moi, c'est vrai que quand il m'a dit ça va être Kant, je me suis dit putain, c'est quand même un mec qui a 95 piges qui se fait assassiner tout de suite. Et je me suis dit, bon, comment je vais faire? Parce qu'il faut que je joue et Livio et Kant, donc vous n'avez pas vu la différence, c'est beaucoup de make-up, c'est 9 heures de travail. 9 heures de je ne passe pas les bouffées de chaleur que j'avais, c'est une plaisanterie. Non, on était assez proche du texte. Pour être enfin, moi, je pars du principe toujours qu'un scénario que je reçois, la trajectoire que je dois jouer, j'essaie de la respecter au mot près, parce que souvent, je déteste le bavardage, en fait, l'anecdote. Quand on joue une séquence et quand les enjeux ne sont pas à la hauteur de. Quand ils ne méritent pas d'être filmés, c'est quand on est vraiment dans l'ordre
du bavardage, quoi. C'est-à-dire, t'allumes ta télévision, tu regardes n'importe quelle fiction, là je vais pas taper sur quiconque, mais tu vois quelque chose de plus anecdotique. Ça ne m'intéresse pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas envie de jouer ça. Et j'aime bien du coup, quand je pars sur un projet, je me dis que j'essaie de respecter le plus possible tout ce qui est écrit, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont réfléchi à ça, et que ça n'est pas là par hasard. Et après, s'il y a une volonté de changement, je le fais avec l'équipe d'écriture ou le cinéaste, ça dépend. Mais j'aime bien me dire que c'est quand même, si c'est écrit comme ça, c'est que ça doit être joué comme ça. Et je pense que si les gens pensent le contraire, c'est eux qui ont tort. Il ne faut pas oublier qu'il y a des scénaristes qui ne sont pas là par hasard, quoi. Ils ne sont pas là juste pour prendre un billet et faire joli. Il faut quand même qu'il y ait un peu de matière, quoi. Donc j'aime bien ça, moi, être très précis. Est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir, justement, à la lecture du scénario ou en interprétant des textes, d'être bloqué justement par l'écriture du texte et de sentir que le texte qu'on te donne ne te donne pas matière à jouer? Oui, en tout cas, je pense que c'est plus de l'ordre du frein dans certaines séquences où je trouve pas je dirais une sorte de fil rouge ou de logique de pensée. C'est quand je sais que mon cerveau il se heurte à ça peut être des petites choses, c'est des mots, des mots que j'ai pas l'habitude, que moi, puis moi, j'ai pas l'habitude d'engager dans une discussion, donc j'essaie toujours de projeter dans une manière dont peut réfléchir le personnage que j'incarne. Donc c'est à ce moment-là que ça peut devenir un frein, mais il y a toujours une solution. Ça passe par le débat ou avec le partenaire, ou avec le cinéaste, mais il faut toujours trouver une sorte de... Et puis si jamais ça marche pas, c'est que peut-être il faut changer quelque chose. Mais c'est vraiment en dernier recours. J'aime bien l'idée de me casser la tête pour trouver une logique de pensée qui ne m'appartient pas forcément. Je trouve ça assez excitant d'ailleurs. Félicitations à vous pour le film. Juste là devant. J'ai une question. J'ai une question concernant l'écriture, parce qu'en plein milieu de ce drame, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'humour, notamment avec, je pense qu'il s'appelle Faux Marmal, celui qui était au bar. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'humour, notamment avec Et je voulais vous dire, est-ce que vous êtes aidé d'un humoriste dans l'écriture, ou bien c'est simplement vous à l'écriture qui avez... Moi, je trouvais Non, c'est nous avec Olivier. Non, il n'y a pas eu d'aide extérieure sur les parties plus de comédie, sur les parties plus burlesques. Merci. Bon, mais il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Oui. Je suis ici. Je ne vois pas. Là, en haut. Ah oui. Alors, c'est sûrement un détail, mais j'avais une question sur la mise en scène. On a au début du film plusieurs points de vue où on voit la même scène avec des personnages, et vous utilisez le même procédé pour les versions qui sont alternatives. C'est-à-dire qu'au début, on a plusieurs points de vue, mais de la réalité, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, et on utilise exactement le même procédé quand on raconte l'histoire alternative. Est-ce qu'il y a une signification à ça, enfin, ou est-ce que c'est juste pour tromper le spectateur la première fois? Enfin, je ne sais pas comment ça s'interprète. Non, c'est pas pour le tromper, mais effectivement, oui, ça correspond à l'idée que, au fond, moi, ça me semblait plus intéressant de directement voir le film qu'ils se font, et comme on est dans un film, autant le faire, ce film, plutôt que de les voir autour d'une table, dans un format, on va dire 12 hommes en colère, vraiment autour de la parole et du débat, de dire ah bah peut-être ce qu'on pourrait dire ce serait que c'est Esmé qui a gagné, oui mais alors du coup nanani nanana, donc ça aurait pu être très intéressant aussi, mais là l'idée c'était effectivement de procéder un petit peu par accélération et d'entrer directement dans les versions qu'ils imaginaient. Puis après on vient mélanger un petit peu avec, on se permet d'autres types de décrochage de points de vue qui ne sont pas forcément des scénarios alternatifs. Voilà. On essaie de varier les plaisirs et de jouer avec notre situation un maximum, d'essayer d'engager une forme de dialogue avec le spectateur, avec son intelligence, avec sa culture aussi
l'histoire filmée et puis d'être en permanence en train d'essayer des choses. Sur ces mots. C'est vrai. Mais elle n'a pas réussi à avoir le micro, donc elle est décédée. Donc je ne vous invite pas à faire. Du coup, on n'entend rien. Alors, il se passe une situation assez cocasse, on va pas se mentir, c'est que quelqu'un a carrément vous a foutu dehors. Non, je disais que comme vous pouvez partager ce que vous avez envie de dire avec les autres, parce que vous fermez vraiment avec la salle. Ah, je sais, mais comme les personnes nous observent, c'est qu'ils sont personnes qui nous observent, ils sont physiquement là, on peut pas faire comme si on n'était pas là. Je pense qu'on peut applaudir madame pour sa question. Si moi je suis là, on peut discuter. Mais faisons peut-être ça, non? On peut le dire, non? Parce que comme l'heure avance aussi, j'ai babysitter, vous savez quand même, il y a des frais qui sont engagés. Venez comme ça, on peut discuter, si vous savez discuter. Et puis comme ça, ceux qui ont trop chaud, comme moi par exemple, ceux qui perlent, peuvent y aller, ils peuvent aller se passer le visage à l'eau fraîche. Ça vous va? Eh ben, merci monsieur Lannes pour ce échange. Merci à vous, n'hésitez pas à en parler, le film sur demain. Merci à vous.